Bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 3 Centre Val-de-Loire dans Histoire de raconter aujourd'hui le récit de vie d'une femme de lettres, romancière, historienne et journaliste qui a fait le choix d'installer sa résidence dans le Loir-et-Cher il y a 40 ans, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, commandeur et membre du Conseil de l'Ordre national du mérite. Elle aime enquêter, voyager, se plonger dans le passé et a également un attrait pour l'art de vivre. Voici l'histoire d'Irène Frein. Bienvenue Irène, merci d'être avec nous. Bonjour Jérémy. C'est un plaisir de vous accueillir sur France 3 Centre Val-de-Loire durant votre longue carrière. Vous en avez rencontré des personnalités et vous avez partagé avec elles évidemment leur histoire. Aujourd'hui, c'est à votre tour de dévoiler votre univers. Comment vous appréhendez l'exercice ? Avec confiance, avec une grande confiance. Je me sens bien dans mes baskets. Je livrerai ce que je suis, en toute simplicité, je l'espère. Très bien, alors on va découvrir justement en toute simplicité aussi les temps forts de votre histoire et votre attachement au Centre Val-de-Loire. Évidemment, on l'évoquera dans quelques instants. Né à Lorient dans une grande famille de 5 enfants, l'histoire de ce port breton fondé par la Compagnie des Indes vous inspire et de fil en aiguille, vous vous passionnez pour le monde oriental. On perçoit cette sensibilité dans plusieurs de vos livres, une passion que vous partagez aussi avec votre mari François, photographe. Votre goût pour la littérature devient vocation lorsque vous décidez de faire Hippocagne-Cagne et en 1972, vous devenez la plus jeune femme de France agrégée de lettres classiques. Ces diplômes vous permettent entre autres d'enseigner le latin et la littérature latine à la célèbre université de la Sorbonne à Paris. Mais votre repère familial, c'est à Villiers-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, que vous le trouvez en 1979. Vous ne quittez alors plus votre gentilhommière du XVIIIe siècle et lui devez sans doute beaucoup de vos succès grâce à son atmosphère et son charme rustique. L'art de vivre, justement, vous le cultivez en militant pour un chocolat de qualité, cause que vous défendez dans le club des croqueurs de chocolat. Eux aussi sont à croquer et vous aimez les câliner, les chats vous accompagnent dans votre travail et vous leur avez d'ailleurs consacré un ouvrage de prose et de poésie. La cause féminine vous anime également, vous êtes membre fondateur de l'organisation internationale Women's Forum for the Economy and Society qui prône l'équité homme-femme. Investi et engagé, vous n'hésitez pas à enquêter et même à vivre en immersion dans les pays que vous visitez. Vous allez en Inde, en Égypte, au Tibet et aux États-Unis pour en rapporter des récits emplis d'émotion et de sincérité. Pour autant, vous n'oubliez jamais votre région de cœur, le centre Val-de-Loire, où vous écrivez, dans le calme du domaine de Coudray, vos aventures lointaines. Mais à quand un roman autour du fleuve Royal ? Alors Irène, vous avez déjà songé justement à écrire un roman qui nous plongerait dans l'atmosphère singulière du Val-de-Loire ? Je l'ai fait. Oui. En 1989, je crois, Oui. avec Secret de famille, qui a eu un très gros succès, qui a d'ailleurs été adapté pour la télévision et qui a été tourné tout près de cette maison dont vous venez d'entrevoir quelques images, à Villiers-sur-Loire. Et vous aimeriez de nouveau vous saisir de ces ambiances, de ces atmosphères ici en Val-de-Loire pour de nouveau écrire ? J'écris souvent sur le Val-de-Loire. J'ai écrit un jour des textes au profit des hôpitaux de France. Il m'arrive aussi d'en parler dans les magazines et notamment de parler des vins de Loire. Vins de Loire, vins de gloire. Et puis je les fête tous les ans à Saumur pour les journées du livre et du vin. Et pourquoi vous avez choisi, vous, en 1979, de vous installer dans le Loir-et-Cher ? Je ne l'ai pas choisi, j'ai choisi l'homme qui vivait dans le Loir-et-Cher, qui est mon mari et qui a hérité de cette maison de famille. Alors, elle était assez délabrée à l'époque, donc on l'a patiemment et passionnément restaurée. Juste à côté de Vendôme. Oui. Parce que là, on voit par exemple la porte de Vendôme, patrimoine oui. qui vous est cher. Absolument, et puis il a fallu, il faut s'y remettre, parce que vous savez, les vieilles maisons, c'est sans fin. Donc on est reparti dans une phase de travaux. Et quelles sont les atmosphères finalement qui vous ont séduite ici en Centre Val-de-Loire ? Ce que j'aime dans le Val-de-Loire, c'est l'art de vivre, le calme, la tranquillité des paysages et aussi le fait de pouvoir y faire du vélo. Parce que, vous savez, dans ma Bretagne natale, il y a des grandes côtes. Alors, il y en a aussi dans le Val-de-Loire. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais
Avec un vélo électrique, on les avale facilement. Donc, je peux faire maintenant, grâce à ces formidables vélos, jusqu'à 70 km, 80, 100 dans la journée, si je veux. Alors les autres impressions et ambiances qui vous ont profondément touché, vous les avez trouvées en Inde. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre là-bas en 1980 ? J'avais découvert le manuscrit d'un petit mousse breton devenu grand seigneur en Inde, c'est-à-dire ça s'appelle Nabab là-bas. Et cette histoire, son autobiographie très brève, mais il m'avait beaucoup marqué parce qu'il était parti de Bretagne tout près de mon port natal, Lorient, à Quimper. Et il est parti de Quimper et il était revenu fortune faite mourir à Quimper. Et j'adore les histoires circulaires. Donc, je suis partie en Inde et j'y étais poussée parce que je suis née donc, à Lorient, port de la Compagnie des Indes. Et comme je le raconte dans La Fille Histoire, j'ai eu là-bas un épisode tout à fait fondateur avec ma mère le jour où j'ai découvert justement un endroit assez secret de l'Orient à l'époque qu'on appelait l'enclos de la Compagnie des Indes. Alors, donc, quelque chose me poussait. Oui, puisque vous parlez de votre famille, est-ce que l'ascension, justement, dans cet ouvrage, le Nabab, du petit mousse breton qui fait écho à votre parcours et votre association, est en lien, finalement, avec vos origines, vos racines, puisque vous êtes issu d'une famille modeste ? Oui, moi je me suis souvent identifiée à des gens qui sont sortis de rien. Sortis de rien, d'ailleurs, est l'histoire du parcours de mon père, de ces paysans comme on en a trouvé quantité en France et ici en Val-de-Loire, qui étaient des simples ouvriers agricoles méprisés et qui, à la force du poignet, se sont élevés. Il y en a eu pas mal parmi les bosserons, les cultivateurs de Sologne ou les vignerons. Donc, oui, j'aime bien ces parcours-là. Et pour moi, ça n'a pas non plus été très simple. Une petite fille dans un milieu démuni, dans une ville qui avait été détruite par la guerre, et avec une famille qui devait entièrement se reconstruire après ce conflit. Donc, je me sens proche de tous les pauvres qui veulent s'en sortir. Alors, vos engagements, justement, et vos sensibilités sont très appréciés de vos amis. Nous sommes allés rencontrer Masha Merrill, qui raconte avec l'énergie et le naturel, évidemment, qui la caractérise, ce que vous évoquez pour elle. On l'écoute. Irène, c'est une fleur des champs qu'on met dans un bouquet de roses. Elle ne peut pas échapper à l'écriture. Elle est faite pour écrire. Et elle me fait beaucoup penser à des pages de Colette. Colette disait que pour elle, l'écriture, c'était un bagne, qu'elle voulait s'en défaire. Et en réalité, elle savait aussi qu'elle devait tout à son écriture et qu'elle était obligée d'aller écrire. Et Irène, comme elle a cette sensibilité très particulière qu'elle doit mettre à notre service, qu'elle doit donner, elle est vraiment un écrivain pur jus. J'ai connu Irène dans des circonstances joyeuses aux journées du livre et du vin. Il y avait toutes sortes d'écrivains qui avaient envie de parler d'autre chose que de stricte littérature. Nous avons très vite sympathisé pour beaucoup de raisons. Parce que j'aime aussi la femme chez elle. J'aime l'écrivain, je pense qu'elle a une plume exceptionnelle. J'adore les sujets qu'elle choisit. Je trouve que c'est une biographe hors pair. J'ai vraiment aimé tous ses derniers livres, celui sur Marie Curie, celui sur elle-même, sur sa mère. Je crois qu'Irène a un faible pour moi. Je pense qu'elle m'aime beaucoup et que je crois que c'est parce que je suis russe. Et qu'elle a, avec son sang breton et ses vikings, elle a des affinités avec mes origines, avec même mes gènes. Donc nous comprenons et nous nous aimons. Irène, je suis très heureuse que tu aies aimé ma pièce. Je joue en ce moment cette pièce de Stéphane Zweig, La légende d'une vie, au Théâtre Montparnasse, où nous avons beaucoup de succès. Et tu as été une des premières à venir. Je voudrais que tu essayes d'écrire pour le théâtre. Et pour moi, bien entendu. Alors, s'il te plaît, dès que tu as un petit moment, et je sais que ça ne sera pas avant 2024, je voudrais que tu écrives une pièce de théâtre pour moi. Alors Irène, est-ce que vous allez répondre favorablement, évidemment, au souhait de Masha Merrill d'écrire pour elle ? Masha, je ne peux rien lui refuser. Je l'adore, c'est une femme entière. Masha, elle dit à ses amis aussi toute la vérité. Quand on fait des critineries, elle le dit. Et effectivement, on a en commun
sans doute quelque chose de génétique. Je ne suis pas russe, mais peut-être lointainement dans les gènes, on descend des mêmes Vikings. Et je me sens très en affinité avec sa culture. Alors, puisque vous parlez de vérité, depuis une trentaine d'années, vous êtes journaliste. C'est ce que l'on s'attache à faire lorsqu'on a cette profession. C'est une autre facette, justement, de votre parcours qui vous a permis d'écrire de nombreux articles pour la presse, notamment une série de portraits de personnalités. Là, on le voit, par exemple, à l'écran, Giorgio Armani ou encore Laetitia Casta. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ? Ce qui me plaît, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'en effet, je suis allée à la rencontre de gens très connus, comme Armani, avec qui j'avais passé 48 heures, ou Laetitia Casta, avec qui je me suis merveilleusement entendue, ou Sharon Stone, ou Adjani, ou tant d'autres. Mais je suis allée aussi voir des inconnus, des humbles, des gens dans la tragédie. Je me souviens de la mère d'une petite fille qui avait été violée, assassinée. Je l'avais retrouvée dans un endroit perdu à 6h ou 7h du matin. Le procès allait commencer. Je suis allée au procès de Fourniret. Donc il y avait aussi des sujets évidemment profonds oui. et lourds. Et le journaliste, dans ces cas-là, ça vous met au cœur de l'humain. Et est-ce qu'il y a une personnalité dans la région dont vous aimeriez brosser le portrait ? Il y a beaucoup d'artistes dans la région Val-de-Loire. Ça fait un moment que je me suis repliée dans l'écriture, donc je n'ai pas vu grand monde. Mais dès que je crois que dès que je croise un artiste, oui, je vibre. Absolument. Pourquoi pas Jean-Jacques Hano, que vous avez interviewé récemment. Exactement, qui est venu aussi dans Histoire 2 sur France 3 Centre-Val de Loire. En tout cas, celui aussi qui, depuis 20 ans, brosse le portrait de personnalité ici, dans la région, c'est Christian Panvert, un journaliste pour RTL. Il nous dévoile justement quelques beaux moments que vous avez vécus ensemble. On l'écoute aussi. J'ai rencontré pour la première fois Irène Frein en 92 pour la sortie de son livre Quai des Indes et j'avais été surprise par le temps qu'elle mettait à répondre avec beaucoup d'intérêt à chaque personne dans la salle. Elle aime ses lecteurs, elle les respecte énormément et j'avais compris ça dès la première fois. Si j'avais 2 mots pour la définir, je dirais 2 fois 2 mots, solide et fragile, écrivain et journaliste. Sur le plan professionnel, c'est surtout dans le cadre de la manifestation Les Écrivains chez Gonzague Saint-Brie que j'ai pu comprendre combien elle pouvait être présente quand on avait besoin d'elle. Cette manifestation fait suite à la Forêt des Livres. A priori, on ne pouvait pas faire la Forêt des Livres sans Gonzague Saint-Brie. Et grâce à des auteurs comme Irène Frein, on a créé une manifestation qui s'appelle Les Écrivains chez Gonzague Saint-Brie. Elle fait partie des auteurs qui nous ont beaucoup aidés. Alors c'est peut-être chez Gonzague Saint-Brie, dans son appartement de la rue Pelouse à Paris, et elle nous avait fait un cours de danse bretonne de gavotte. Alors vous imaginez Irène Frein et Yann Kefelec, la main sur la hanche et le bras en l'air, nous faisant un cours de gavotte, c'était assez sympa. Ce que j'apprécie chez Irène Frein, c'est sa sincérité, son franc-parler. Sur le plan personnel, elle m'a souvent dit qu'il ne fallait pas renier d'où l'on vient. Elle a écrit dans La fille à histoire, il faut souvent venir boire au fleuve de sa mémoire, comme la Loire qui est derrière nous. Et c'est vrai que ça, c'est un des enseignements que je retiens de nos discussions, ne pas renier d'où on vient. Alors si j'avais un message, ce serait plutôt une question. Elle m'a dit en juillet, je ne serai pas joignable pendant 3 semaines. J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle a fait pendant 3 semaines. Et puis j'ai surtout un cadeau à lui transmettre. C'est un cadre. Gonzague Saint-Brie adorait encadrer les très beaux moments de sa vie. Et il avait encadré cette photo d'Irène et de Macha Merrill. Et ce cadre, il l'avait juste au-dessus de son bureau. C'est dire combien il aimait comme moi Irène. Donc je lui offre. Oula. Alors je l'ai évidemment ici, Voilà. Je vous le remets de la part de M. Christian Panvert. Merci, c'est un merveilleux cadeau d'abord de Christian. Et j'ignorais que Gonzague l'avait près de son bureau. Gonzague était un homme qui était apparemment très spectaculaire et donc quelquefois on pouvait, certains pouvaient critiquer ce côté démonstratif. En fait, c'était un être très pudique qui avait un jardin secret et ce jardin secret était immense. Alors vous aussi, vous avez un jardin secret immense apparemment auprès de vos amis, puisque Christian aimerait savoir ce que vous avez fait cet été. Est-ce que vous gardez le secret ou vous souhaitez lui répondre ? Christian le sait, je pourrais le dire dans quelques mois. D'accord. Parce que ça a trait au livre que je suis en train d'écrire. Et mon éditeur m'a demandé, même exigé, que je n'en parle pas, parce que c'est une aventure très singulière.
et il ne veut pas que j'en parle. On aura sûrement l'occasion d'en parler au moment où, Oui. évidemment, il sera nécessaire de dévoiler votre travail. Avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur l'un des derniers portraits remarqués que vous avez pu écrire pour Paris Match, qui était consacré à l'hommage de Simone Veil. Le droit des femmes, c'est son combat, c'est aussi le vôtre à travers l'organisation internationale Women's Forum for the Economy and Society. Vous êtes depuis toujours féministe et d'ailleurs vous vous qualifiez comme ça? Je n'aime généralement pas les mots qui finissent par isme et iste, parce que j'ai toujours ressenti ça comme quelque chose d'un peu violent, je ne sais pas pourquoi, presque d'agressif. Moi, je n'ai pas voulu de la condition qui a été imposée à ma mère. Les 5 enfants, et aussi cette femme qui était enfermée entre 4 murs, et dont cette condition avait développé chez elle tellement de frustration. Et la frustration conduit toujours à l'agressivité. Et moi, comme j'avais été un enfant rejeté parce que je n'étais pas souhaitée... Vous en parlez dans la fille à Oui, histoire. c'était même plus que ça. C'était un terrible secret que j'ai fini par comprendre à la soixantaine. Vous voyez, tellement on a peur de ces choses-là que je me suis dit jamais ça. Et donc, chaque fois qu'il se produit une tragédie à cause de la condition qui est faite aux femmes, je réfléchis d'abord, et c'est le concret qui m'intéresse. Et moi, je n'arrive pas à la cheville, ni même à l'orteil de Simone Veil. Je ne suis pas une femme de combat. Je ne suis pas capable de travailler dans un ministère, même à tout petit niveau. Non, mais en je tout suis cas, une femme vous avez... qui parle de l'expérience et qui ait quelquefois les mots pour le dire. Et c'est vrai qu'on me le demande souvent. Je réponds avec humilité, comme je l'ai fait à Éric Fotorino quand j'ai écrit dans Le 1, et j'y écris toujours. Est-ce que tu es sûre? Je ne suis pas une théoricienne. Je ne parle que de ce que j'ai vécu, d'expériences vécues en essayant d'en tirer d'humbles leçons. Et je me suis aperçue que c'était ça que le public comprenait, aussi bien les hommes que les femmes. Parce que dans ce combat-là, il faut convaincre les hommes. Et vous le faites aussi pour les animaux. On va s'arrêter là-dessus, puisque vous faites partie du jury du prix littéraire 30 millions d'amis. C'est la 36e édition là, en 2018. La présidente, justement, Réa Hutin, est très reconnaissante de cet engagement, du travail que vous avez mené pour la cause animale. On l'écoute. J'ai rencontré Irène lors d'un tournage il y a 20 ans de 30 millions d'amis pour TF1. Et on allait pour filmer son chat, le chat qu'on n'a jamais vu. Et il a fallu toute la verve et l'humour d'Irène pour sortir un sujet sans le chat, sur le chat. C'est une complicité instinctive, animale. On se comprend à demi-mot et il suffit d'un regard. Donc ça, c'est la vraie complicité. Irène a été la signataire du manifeste où les plus grands intellectuels sont venus rejoindre la Fondation 30 millions d'amis pour changer le Code civil français, qui est le fondement du droit français, qui considérait l'animal comme un meuble. Depuis 2015, l'animal est reconnu comme un être vivant et sensible, et c'est grâce à toute cette mobilisation des intellectuels et du public. Avec Irène, nous sommes toutes les deux passionnées d'Inde et on aimerait bien un jour faire un grand documentaire sur les Bishnoi, qui sont les premiers écologistes martyrs. Ils ont été massacrés, enfants, hommes, femmes, parce qu'ils voulaient sauver les arbres. Irène est courageuse. Elle défend ses convictions jusqu'au bout et surtout c'est une bosseuse. Pour chacun de ses romans, pour chacun de ses écrits, elle fait des recherches, elle va au bout du monde. Lorsqu'on la lit, on sait que tout ce qui est là-dedans est exact et que ça a été vérifié par elle sur le terrain. Irène fait partie d'un très prestigieux jury, c'est le jury du prix littéraire 30 millions d'amis, le Goncourt des animaux qui vient clôturer la saison des prix chaque année. Et elle est avec les plus grands écrivains comme Michel Houellebecq, Didier Decoing. Et vraiment, c'est un prix littéraire qui est très important maintenant. Merci Irène, merci pour ton amitié et merci pour ton engagement auprès de la Fondation 30 millions d'amis pour protéger les animaux.
Voilà, le témoignage de Réa, un engagement donc, auprès de cette fondation. Et puis également aussi, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'aide à l'enfance tibétaine. C'est une association dans laquelle aussi vous êtes impliqué. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette dernière ? C'est mon mari qui, au tout début de notre mariage, m'avait parlé des scandales, c'est au-delà du mot scandale, de l'horreur qu'avait été l'invasion du Tibet par les Chinois. C'est lui qui m'a sensibilisée. Et puis, à diverses reprises, je ne sais pas, le plus grand des hasards, on a croisé le Dalai Lama. Alors que... Vous voyez d'ailleurs avec sa sœur en photo. Oui, sa sœur est devenue une amie. Donc, c'était curieux. Et la dernière fois, c'était ça que c'est arrivé. C'était avec sa sœur. Et ce jour-là, on m'a demandé d'écrire un livre avec elle. Alors, je précise que je ne suis pas bouddhiste. Et d'ailleurs, le Dalai Lama lui-même dit « Restez surtout dans vos fondements de religion ou de civilisation, en tout cas de religion si vous en avez une. » Donc, je ne suis pas bouddhiste. Alors, on va revenir à un sujet... Mais si vous voulez, cette cause humaine, et notamment la cause des vieillards et des enfants, m'importe beaucoup. Alors on va revenir plutôt à un sujet entre guillemets léger en fait au cœur de notre civilisation ici, c'est l'art de vivre, vous le disiez aussi en début d'émission, la gastronomie et notamment le chocolat, parce que vous vous êtes investi vraiment dans le club des croqueurs de chocolat depuis de nombreuses années. Donc maintenant vous êtes une experte, vous êtes capable de nous dire et de détailler finalement ce qu'est un bon et un vrai chocolat. Miam miam déjà. Je vous vois déjà saliver. Oui, j'ai en tête la dernière dégustation de notre club qui a eu lieu il y a 15 jours et où j'ai découvert des chocolats de grand cru, parce qu'il y a un grand cru, notamment ce qu'on appelle l'équivalent du Romanée Conti du chocolat. Je pourrais pas vous dire lequel, mais je l'ai encore dans la bouche. Et j'en ai acheté plusieurs tablettes qu'on doit stocker au frigo quand elles sont ouvertes, parce que tellement c'est fragile. Et je vous jure, avant de me mettre à écrire, il faut actuellement que j'en mange, je dois m'arrêter, parce que sinon... Vous n'êtes pas raisonnable finalement quand vous avez une plaque de chocolat face à vous. Non, là, en tout cas, du bon chocolat. Je suis un peu accro, vous voyez. Puis quand j'ai goûté à ça, c'est vraiment une drogue. Alors ici, on aime justement, en Centre-Val de Loire, la gastronomie, le patrimoine, les traditions, etc. Quel message transmettriez-vous justement aux habitants qui nous regardent aujourd'hui ? D'abord, je trouve qu'ils savent vivre, qu'il y a des artisans, aussi bien des vignerons que des restaurateurs, que des charcutiers. Moi, j'en connais un de Vous avez des bonnes première adresses, catégorie à Saumur. S'il me regarde, il se reconnaît. Sa tête de veau, son museau, pâté de museau. Vous voyez, ça peut aller jusque-là. Et ça vous fait toujours rêver, en tout cas. Ça me rend heureux. C'est pas que ça me fait heureux. Moi, j'achète et je mange. Vous êtes dans le concret, vous êtes pragmatique et vous aimez le bon vivre, effectivement. Le bon vivre, et c'est le berceau ici, de bon vivre à la française. Exactement, c'est ce que vous êtes venu chercher il y a maintenant 40 ans, je le rappelle, à la fin des années 60. Non, je suis venue chercher le mari, et le mari connaissait déjà le bien vivre. Aussi pour ça que je ne l'ai pas quitté. Très bien, merci Irène en tout cas d'avoir été avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire. On va se retrouver très prochainement. On pourra suivre cet entretien évidemment sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de notre antenne. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires de personnalités dans notre belle région Centre-Val de Loire. Excellente fin de journée.